Bonjour, bienvenue à nouveau sur Question d'éthique, toujours à propos du fœtus et du nouveau-né. Aujourd'hui, nous allons parler de la réanimation néonatale et nous avons nos invités qui sont Anna Grazia Altavilla. Anna Grazia Altavilla est avocat au barreau de Tarente, avocat conseil de l'espace éthique méditerranéen. Vous êtes spécialisé dans le droit de la santé et l'éthique que vous enseignez à la fois dans les universités en Italie, mais aussi à l'espace éthique méditerranéen que je citais tout à l'heure. Nous avons à côté de Anna Grazia Claude Dercol. Claude Dercol, vous êtes gynécologue obstétricien, praticien hospitalier, professeur de gynécologie et d'obstétrique à la faculté de médecine de Marseille, et vous êtes le coordonnateur du centre de diagnostic prénatal, responsable de l'unité de grossesse à risque et de médecine fœtale à l'hôpital Nord de Marseille. Nous avons Umberto Simeoni, médecin pédiatre, donc praticien hospitalier également professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de Marseille. Et vous êtes le chef du service de néonatologie à l'hôpital de la Conception à Marseille. Vous allez être, je crois, très sollicité par cet épisode, puisque c'est vraiment de votre métier, entre autres, que l'on va parler. Pierre Lecause, de l'autre côté de la table. Pierre Lecause, philosophe, professeur agrégé de philosophie, chargé de cours d'éthique médicale au département de sciences humaines de la faculté de médecine de Marseille et également à l'espace éthique méditerranéen. Vous êtes membre du comité national d'éthique et vous participez à ce titre à de nombreux avis qui sont formulés par ce comité national d'éthique en France. À côté de vous, Nicole Philippe, généticienne, praticien hospitalier, professeur de génétique à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le chef de service du département de génétique médicale de l'hôpital de la Timone à Marseille, et vous êtes aussi à l'origine de la création du métier de conseiller en génétique, qui est un nouveau métier. Vous êtes responsable de cette formation au niveau national. Alors, parlons de néonatologie, parlons de réanimation néonatale, devrais-je dire. Donc, d'abord, Umberto Simeoni, peut-être prématuré et grande prématurité, quelle différence? Eh bien, l'enfant prématuré est un enfant qui naît trop tôt. Par rapport au terme prévu, le terme habituel est de 40 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire qu'une grossesse dure 40 semaines à partir du premier jour des dernières règles de la future maman. Et lorsque la naissance se fait avant 37 semaines, eh bien, la naissance est prématurée, l'enfant est prématuré. Alors, bien sûr, tous les degrés existent et nous parlons de grande prématurité lorsque l'enfant naît avant 32 semaines d'aménorrhée. C'est-à-dire que, bien sûr, on dit grande prématurité, en réalité, ce sont des tout petits prématurés, Oui, puisque le poids de naissance est d'autant plus faible. On comprend que c'est la différence de temps qui est importante Voilà. entre et le temps est plus la important grossesse à d'ailleurs terme. que le poids de naissance, puisque c'est la durée dont a pu bénéficier l'enfant pour sa maturation, le futur enfant pour sa maturation qui compte, plus peut-être que son poids. En quelque sorte, l'enfant prématuré, il n'est pas tout à fait fini, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, ou est-ce que c'est un peu vulgaire de dire ça? Il est fini morphologiquement, mais il n'est pas fini fonctionnellement. Voilà. C'est-à-dire qu'il a ses fonctions, ses organes, le fonctionnement de certains de ses organes qui est immature. Mais les organes sont formés, nous en avons parlé hier et avant-hier, puisque nous trouvons, disons, face à la fin de la période fœtale. Alors, au courant de cette période. Donc, également. grande prématurité, moins de 32 semaines ou 32 semaines, c'est ça? Mais constamment, on a l'air de repousser cette période et on parle de grands prématurés qui ont 25 semaines, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, vous dites que le temps est le plus important. Donc, même s'ils naissent avec un poids relatif qui serait en quelque sorte acceptable, il n'empêche que là, il leur manque vraiment beaucoup de temps à l'intérieur du ventre de la mère, si je puis dire. Donc, est-ce que c'est une façon de repousser l'enfant viable le plus loin possible? Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, en tant que médecin, dans Disons que cette problématique? les progrès de la périnatologie et de la réanimation néonatale, mais ça n'est pas que la réanimation néonatale, c'est aussi toute la prise en charge des grossesses, ont permis de faire reculer progressivement, depuis que la néonatologie existe, depuis plusieurs décennies, ce qu'on appelle ces limites de viabilité, du fait des progrès médicaux, scientifiques, techniques. Mais je crois que cela s'est fait extrêmement progressivement et le but n'était probablement pas celui-là. Le but est tout simplement d'offrir aux enfants qui naissent vivants, quelle que soit leur maturité, à partir du moment où ils manifestent des signes de vie, de pouvoir leur offrir une assistance qui est mesurée, qui bien sûr ne vise
autant à les secourir, mais de façon raisonnable, qu'à éviter un excès thérapeutique déraisonnable. Mais je crois qu'il est important de prendre le concept comme ces enfants sont vivants à la naissance, ils ne naissent pas morts, on ne va pas les réanimer depuis un état qui serait équivalent à une mort ou à une non-vie, mais ils ont des besoins d'assistance variables et un pronostic tout à fait variable au niveau individuel, au sein duquel intervient effectivement l'âge de la grossesse au cours duquel ils naissent. Mais par exemple, le sexe de l'enfant, dans le pronostic, intervient autant que 1 à 2 semaines de gestation de plus dans le pronostic. Si on raisonne sur le pronostic à long terme de ces enfants lorsqu'ils seront à l'âge scolaire, s'ils survivent ou encore plus loin, eh bien, on sait aussi que d'autres facteurs interviennent, comme les conditions dans lesquelles ils vont grandir, le milieu dans lequel ils vont évoluer, l'environnement social et culturel dont ils vont bénéficier, affectif. Bien sûr, donc tout ça compte effectivement. Mais ceci dit, quand même, quand un enfant naît avec un coefficient de prématurité aussi important, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas là attaché un potentiel de handicap considérable. Absolument. Comme toute situation à risque dans le domaine médical, qu'elle concerne des enfants, ici ceux que l'on appelle les prématurés ou des adultes, il y a toujours un risque. Et plus la situation est périlleuse, plus le risque vital est important pour le patient, et bien plus les soins sont relativement agressifs et bien sûr le risque que le patient survive avec des troubles résiduels est malheureusement proportionnel. Ceci est une réalité dont je crois tous les professionnels qui interviennent dans la périnatologie, dans la prise en charge des grossesses et des nouveau-nés sont parfaitement conscients. Et chaque décision est prise de façon extrêmement mesurée, pesée avec les parents et de façon multidisciplinaire. Mais nous sommes finalement dans des démarches qui affectent tous les champs de la médecine, que ce soit la chirurgie de pointe, la réanimation des adultes à l'autre extrême de la vie, et notamment lorsqu'on s'approche des personnes âgées, les problèmes posés sont similaires. Oui, de chaque côté de la vie, il y a effectivement des problèmes et des questions éthiques qui sont assez semblables. Vous parliez tout à l'heure, quand on préparait, là, vous nous disiez réanimation, c'est pas le bon mot, c'est plutôt de l'assistance. Qu'est-ce que vous vouliez dire finalement? Oui, si on prend l'étymologie du mot, réanimer, cela s'applique finalement aux patients qui sont vraiment en état d'arrêt cardiaque, on va dire, réanimer quelqu'un. C'est un terme qui, dans ce sens-là, est juste. Mais c'est rarement le cas. Ces enfants ont besoin plutôt de soins intensifs à des degrés variables, même pour une même durée de grossesse, un même degré de prématurité. Les enfants ont besoin de soins assez intensifs, d'autres moins intensifs. Et d'ailleurs, nos collègues anglo-saxons et dans le monde entier, d'ailleurs, il y a une terminologie bien plus adaptée, puisque le terme de réanimation est réservé aux situations extrêmes et que partout ailleurs, on parle de soins intensifs. Donc, c'est tout de même, ce n'est pas qu'une nuance, puisque si le problème posé est complètement différent à partir du moment où l'assistance qui est donnée à ces enfants prend tous les degrés, depuis des mesures relativement simples, et adapté au cas par cas, et souvent une abstention. D'ailleurs, si on pense que la gravité de l'état de l'enfant et ses chances de survivre avec une survie de bonne qualité sont trop faibles, eh bien, on n'ira pas franchir toutes les étapes jusqu'à une véritable réanimation. Et inversement, dans certains cas, une réanimation en bonne et due forme et complète. Alors, vous disiez le nombre de semaines est plus important que le poids, mais enfin, quand même, ça compte. Quand vous avez un enfant qui pèse 500 grammes à la naissance, c'est pas la même chose que quand il pèse 750 ou 1 kilo. Il y a donc forcément là comment dire, un développement qui est plus important, en quelque sorte. Oui, sur le plan, on va dire, quantitatif, moins qualitatif, comme la maturation, appréciée en nombre de semaines, est un phénomène qualitatif qui joue plus, qui intervient plus dans le pronostic de ces enfants. Mais le poids, donc leur croissance... Par exemple, au niveau respiratoire, est-ce que c'est pas important, un enfant qui est... C'est important, certainement. Je crois que nous préférons tous qu'un enfant pèse 2 kg au lieu d'1,5 kg ou 750 grammes même au lieu de 500 grammes. Mais
le fait qu'il ait quelques semaines en plus ou en moins joue encore plus, et même au niveau respiratoire. Umberto Simeoni, peut-être je me tourne vers Nicole Philippe. Qu'est-ce qu'on faisait avant de ces enfants prématurés, de ces grands prématurés? Qu'est-ce qui leur arrivait avant qu'il y ait tout ce système d'assistance qui pouvait être mis en place? Je crois que tant qu'on n'avait pas de moyens de pallier à cette immaturité, c'est-à-dire de remplacer un petit peu la maturation des fonctions vitales, notamment sur le plan respiratoire, c'est des enfants qui décédaient rapidement et naturellement. Et je pense que la limite de 25 semaines, j'espère qu'Umberto Simeoni sera d'accord, mais il y a 30 ans, c'était considéré comme une fausse couche un petit peu tardive. Hein. C'était vraiment impensable de prendre en charge ces enfants parce qu'on n'en avait pas les moyens. Et puis, je crois qu'un certain nombre survivaient. S'il y avait juste un problème de régulation thermique, parce que ça, on savait le faire il y a quelques années. Mais c'est surtout, en fait, un problème d'avancée technologique. Alors cette technologie comment dire, continue à avancer, puisqu'on voit quand on regarde les statistiques d'année en année que finalement le nombre de semaines peut être de moins en moins important, que le poids peut être de moins en moins important. J'imagine qu'il y a quand même des limites. Et ma question est de savoir, est-ce qu'il faut fixer des seuils? Par exemple, est-ce qu'il faut dire, voilà, 25 semaines, on donne une assistance, 24 semaines, on donne pas? Comment ça se passe pour vous? Je crois que la question est perçue de cette façon, comme vous la posez, par de nombreuses personnes. Et je crois que dans certains pays, c'est comme ça que ça marche, je crois. Oui, sans que ce ne soit vraiment pris d'une façon aussi absolue. D'accord. Mais je pense que ce que traduit cette question, c'est tout simplement la conviction qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette, entre guillemets, réanimation néonatale. Ce avec quoi je crois que vraiment tout le monde est d'accord. Et par contre, ce qui est plus discutable, c'est de dire, justement, c'est de prendre des décisions ou de faire des choix de portée collective, a priori. Vous voulez dire chaque cas, oui, et chaque cas est un cas particulier. La base de notre médecine est individuelle, je dirais heureusement. Et donc, nous arrivons à des limites, mais qui sont la juxtaposition de limites individuelles plutôt qu'une limite collective posée a priori. Elles sont posées a posteriori. C'est un petit peu compliqué peut-être ce que je dis là, mais chaque cas est débattu en permanence, après la naissance et de façon collégiale avec les parents et raisonné en fonction de l'évolution de chaque enfant individuellement. Et la plupart des décès qui se produisent dans les unités de soins intensifs ou de réanimation néonatale sont finalement des décès où à un moment donné, on consent à ce que l'enfant décède, on lève le pied sur les soins, on interrompt des soins ou on s'abstient d'en réaliser certains dans des conditions très précises. Et donc, mais c'est un ensemble de démarches individuelles qui font que finalement on arrive à une limite où on se rend compte qu'en France, effectivement, c'est autour de 24, 25 semaines que finalement certains enfants sont pris en charge, d'autres pas, mais ça semble tourner autour de ce seuil-là. Et ça fait quelques années, je dirais que c'est tout de même relativement stable, stationnaire. Mais ça n'est pas une décision qu'une société, qu'une collectivité prendrait pour toute une catégorie de personnes, finalement, auxquelles on dirait non, vous n'accédez pas aux soins en dessous de telle date de naissance. Oui, bien sûr. Voilà. Ce qui ne serait pas concevable dans une démocratie. Cette espèce de, comment dirais-je, cette considération individuelle de chaque enfant comme étant un prématuré qui peut-être aura la chance de s'en tirer si vous lui donnez l'assistance qu'il faut, peut-être vous allez voir en quelque sorte comment ça va se passer, ça induit un autre concept qui est de dire finalement, systématiquement, on assiste et puis on attend un petit peu que les choses évoluent pour voir ce qui se passe. Et en gros, c'est comme ça que vous fonctionnez. Tout à fait, on l'assiste, mais de façon mesurée, graduelle, c'est-à-dire qu'on s'adapte, on peut l'accompagner vers un décès très rapide si on se rend compte que des moyens plus énergiques, des soins intensifs plus agressifs ne seraient pas adaptés à sa situation et à son pronostic individuel, avec les éléments que nous avons pour en juger. Inversement, nous pouvons, face à un enfant qui se présente dans d'excellentes conditions, lui offrir toutes les chances qu'offrent les soins de réanimation actuels, quitte ensuite, encore une fois, à les interrompre si on se rend compte que des complications surviennent
mais les soins peuvent être suspendus, interrompus, ou même on peut s'abstenir de certains soins, mais sur la base de complications réelles et non pas peut-être d'un préjugé. On a aussi, vous disiez, ça se stabilise maintenant autour de 24-25 semaines en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technologie arrive à ses limites, ou ça veut dire que le savoir-faire des équipes arrive à ses limites? Qu'est-ce qu'il en est à Marseille particulièrement? Je pense qu'à Marseille, nous sommes exactement dans la ligne générale, je dirais. Tous ces points sont débattus extrêmement fréquemment et dans les congrès, dans la littérature médicale, dans les publications scientifiques. Et alors, il y a peut-être quelques différences d'un pays à l'autre, mais par exemple en France, nous avons une attitude relativement homogène. Je pense que donc à Marseille, nous sommes à peu près dans la ligne générale. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que effectivement, 26 semaines, ça peut être trop peu pour un enfant, et ça peut être, et un autre 24 semaines pourront être l'occasion peut-être tout de même de survivre dans des conditions satisfaisantes. Bien sûr, le pronostic est tout à fait lié au degré d'immaturité. Je veux faire une petite parenthèse, je me tourne vers Claude Dercol, une petite parenthèse sur Marseille, justement. Non pas qu'on va faire du cocorico à propos de notre hôpital, mais ceci dit, il y a ici des maternités spécialement équipées pour accueillir les enfants prématurés. Je crois qu'on en a 2, n'est-ce pas? Oui, alors de façon plus globale, il faut se rapporter aux lois et décrets de 98 qui avaient demandé à ce que les maternités s'organisent en niveau de soins. En fait, ces niveaux de soins, il faut les comprendre comme capacité de prendre en charge les enfants qui vont naître. 3 niveaux ont été définis. Les centres de niveau 3 sont ce sont des maternités qui comportent in situ des unités de réanimation pédiatrique. C'était la définition. Parallèlement à cette création de différents centres, ces décrets avaient demandé à ce que les maternités s'organisent en réseau de soins. Le but étant de faire en sorte qu'au sein d'une région, une patiente accouche à l'endroit le plus approprié vis-à-vis de l'état de l'enfant à naître, prévisible. Donc, à titre d'exemple, dans la région PACA-Ouest et Corse, qui correspond à 40 000 accouchements, les maternités de niveau 3 sont sur Marseille. Il y en a 2, une sur la Conception et une à l'hôpital Nord. Donc nous avons 2 maternités qui sont équipées pour prendre en charge les grandes pathologies materno-fétales. Et ça représente à peu près combien de naissances qui sont prises en charge justement dans ces maternités ici chez nous à Marseille? Dans la région PACA, dans l'aire ouest de la région PACA qui finalement correspond au bassin de Marseille, il y a 40 000 naissances par an. Bien sûr, tous ces enfants ne naissent à proximité de leur domicile, dans leur maternité, mais les 2 maternités de type 3 de Marseille, donc finalement, drainent les cas les plus graves, s'occupent des cas les plus graves de ces 40 000 naissances. Et on peut dire par exemple que la prématurité représente 7% des naissances actuellement dans la région PACA, en gros comme en France, et la grande prématurité, environ un peu plus de 1%, entre 1 et 1,5% de ces naissances. Donc nous avons finalement sur les 2 maternités de type 3 de Marseille environ 4 à 500 enfants par an qui sont considérés comme de grands prématurés. Qui sont considérés comme des grands prématurés. Tous d'ailleurs ne vont pas, puisque ces 32 semaines, ne vont pas d'ailleurs jusqu'à la maternité de type 3. D'autres centres sont capables de prendre en charge ces enfants et les grossesses correspondantes de certains centres de type 2 notamment. On parle donc de la technologie, on parle du savoir-faire des équipes, mais derrière, il y a un coût. Ça coûte, j'imagine, beaucoup d'argent d'apporter à de grands prématurés cette assistance dont ils ont besoin pour avoir une chance d'avoir une vie comme tout le monde. Qu'est-ce que ça coûte? C'est vraiment très très cher? Eh bien, le coût est le coût de la réanimation en général. C'est le coût de la réanimation, par exemple, que l'on offre aux adultes ou simplement elle est offerte aux enfants. Le coût est principalement un coût de personnel, de structure. Ces soins chez le nouveau-né, peut-être encore plus que chez l'adulte, mais là aussi les décrets dont parlait Claude tout à l'heure ont permis tout de même de renforcer les moyens. Mais il faut un nombre de médecins et d'infirmières suffisant pour pouvoir les soigner. Mais c'est comme pour la réanimation en général. C'est sûrement un investissement qui est important.
Je crois que simplement ce que peut-être... alors le gouvernement a fait de gros efforts, la PHM a fait de gros efforts dans la périnatalité et toute la région, l'agence également, ces dernières années en particulier. Vous savez qu'il y a encore un plan périnatalité très bien doté qui a été adopté. Et simplement, peut-être qu'il reste maintenant à faire des efforts, notamment dans la capacité en lit d'obstétrique, qui est encore très limitée. Et aussi, puisqu'on parle de réanimation néonatale, et c'est ce que évoquait, je crois, Pierre également, en aval, pour les enfants qui vont survivre, c'est certain que certains vont aller très bien, d'autres pas. D'autres vont présenter des troubles, même éventuellement dits mineurs, mais qui ont besoin d'une prise en charge, d'un suivi, d'un dépistage. Et c'est là que peut-être il y a un contraste entre les moyens assez spectaculaires qui sont mis dans la période néonatale immédiate et peut-être ce qui serait nécessaire en aval. Je pense aussi qu'il faut faire porter un effort financier sur la recherche en amont, sur la recherche des causes finalement qui mènent à cette prématurité, à ces besoins importants en réanimation néonatale qui sont croissants. Parce que là, l'investissement est vraiment ridicule. Il y a de plus en plus de prématurés, c'est ça que vous êtes en train de dire. Il y en a de plus en plus. Donc il faut se poser la question pourquoi éventuellement traiter le problème. Essayer d'agir, ça n'est pas simple, la cause n'est pas unique, la prématurité n'est pas qu'un problème médical, il est social également, la cause est sociale également. Mais en tout cas, je crois que l'accent, peut-être à l'avenir, pourra être mis encore davantage sur ces aspects-là. Donc Umberto Simeoni, tous les enfants grands prématurés ont droit finalement à la même assistance, ils ont une sorte d'égalité des chances, mais après, quand on regarde le coût du suivi, le coût de cette assistance pour ceux qui survivent, qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'il y a toujours la même égalité des chances? Pierre Lecause, peut-être? Je crois que Umberto a bien décrit la situation, c'est-à-dire une sorte de disproportion entre les moyens qui sont mis en œuvre au moment de la réanimation néonatale et qui se sont beaucoup développés au cours des dernières décennies, et en même temps une certaine stagnation des retombées, enfin au niveau de la prise en charge des enfants qui, hélas, parfois aussi, subissent les séquelles de ces attentes ou de ces réanimations. Et là, on ne peut que constater effectivement une déficience, une défaillance de nos structures actuelles en France. Alors, bien sûr, cette défaillance dont vous parlez, ce n'est pas forcément une raison pour ne pas commencer cette réanimation, cette assistance lors d'une naissance de prématuré ou de grand prématuré. Mais ceci dit, on peut se poser la question de dire, et notamment quand vous citiez que quelquefois, au bout d'un certain temps, après une attente donnée, vous estimez que ce n'est pas possible de continuer, et puis vous débrancher, en quelque sorte, pardonnez-moi d'utiliser ce terme un peu vulgaire, vous arrêtez en quelque sorte les soins, et ça entraîne naturellement le décès de cet enfant prématuré. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si ce n'est pas finalement pire d'être obligé d'arrêter plutôt que de dire on ne commence pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Nicole, Philippe? Je crois que là, on y est confronté dans un certain nombre de cas avec les néonatologistes, lorsque les enfants sont porteurs à l'évidence ou ont une suspicion d'une maladie génétique qui pourrait entraîner un handicap et qu'ils ont besoin d'un autre côté de soins intensifs. Et à mon avis, je crois que la solution d'attente est toujours une bonne chose, surtout si, comme on en parlera demain, elle fait intervenir les parents. Parce que je crois que les gens ne peuvent pas être préparés, même s'ils sont parents, même si c'est leur enfant, ils ne peuvent pas être préparés à prendre une décision très rapide au cours de la période néonatale. Et souvent, ce parcours qu'ils font leur permet de prendre une décision, comprennent que les soignants sont avec eux et sont là pour les aider. Et c'est en fait commencer un deuil. Alors que la grossesse n'était pas encore finie, je crois qu'on ne peut pas leur demander de faire un deuil en quelques jours. Et ce n'est pas du temps perdu. À mon avis, c'est peut-être... économiquement, c'est peut-être pas rentable, mais je crois que sur le plan humain, c'est souvent utile. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Umberto Simeoni. Je pense que vous avez probablement raison de dire qu'effectivement,
la rentabilité dans cette matière humaine, finalement, est de moindre importance. Je crois qu'on partage votre point de vue. Alors, ceci dit, il y a un contexte psychologique particulier pour les parents et pour les soignants. Ça, de votre expérience de terrain, vous pouvez nous en dire 2 mots, peut-être? Ce sont des situations qui sont lourdes de vécu psychologique, émotionnel par l'enfant d'abord, même s'il n'est pas capable de l'exprimer, par ses parents. Par les soignants qui interviennent également, parce que ce stress est partagé. Je crois chacun a des niveaux différents. Bien entendu, toute l'attention est portée vers les parents pour les aider à passer ce cap. Avec les équipes de néonatologie en général essaient de consacrer beaucoup de temps au dialogue avec les parents, à leur information, à leur écoute, parce que très souvent il s'agit même d'écoute. Et ce temps n'est jamais perdu. Il est souvent bien soutenu par l'intervention de psychologues, voire dans certains cas de psychiatres d'enfants qui peuvent apporter une contribution extrêmement utile. Les équipes elles-mêmes sont en quelque sorte soutenues par les intervenants psy des services de néonatologie. Ils ont été décrits comme des soignants à risque dans ce domaine-là également. Bien sûr. Et donc ce vécu est certainement l'une des choses les plus importantes parce qu'il va marquer toute l'évolution de l'enfant et de la famille par la suite. Ça va dans de nombreux cas, il va être à l'origine de traces qui vont être durables. Et donc bien comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel, bien gérer cet aspect des choses est capital, je crois. Bon, un point critique sur lequel on reviendra demain. Mais pour conclure, je voudrais quand même poser une question, Anna Grazia Altavilla, par rapport justement à cette ambiguïté état civil, prise en charge médicale. Parce qu'on prend en charge des enfants prématurés de 25 semaines ou moins parfois. Et à cet âge-là, je crois, d'un point de vue de l'état civil, il n'y a personne qui existe. C'est pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu lieu la naissance, pour la loi, on acquérit la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'on ne peut être titulaire des obligations et des devoirs. Le fait qu'ils soient les parents qui prennent une décision par rapport au nouveau-né, c'est seulement parce que jusqu'à quand les mineurs n'ont pas la possibilité de s'exprimer, sont les représentants légaux de la personne, et donc dans ces cas-là, sont les parents qui vont prendre la décision par rapport au patient, c'est-à-dire au nouveau-né. Il faut toutefois, pour moi, souligner une chose qui est très importante. Quoiqu'il faut tenir compte, bien sûr, de la volonté des parents par rapport à l'enfant, qui ne peut pas, un nouveau-né ne peut pas évidemment s'exprimer, mais il est une personne à part entière, même pour le droit, et surtout pour le droit. Je disais, même s'il est nécessaire qu'il y ait une décision, on va dire, collégiale entre les médecins et les parents, et que donc il faut avoir les consentements par rapport des parents par rapport à la décision médicale, c'est très important que la décision médicale, c'est-à-dire la décision d'arrêter une réanimation ou bien de commencer une réanimation néonatale, soit prise par rapport à l'état de santé de la personne. C'est-à-dire que ce qui est très important afin de distinguer entre une abstention thérapeutique, par exemple, et une euthanasie passive, c'est vraiment la nécessité d'évaluer cette proportionnalité entre la thérapie qu'on commence et l'état de santé ou l'évolution de la santé du nouveau-né. Et donc, ce qui joue un rôle très important, c'est l'intérêt du nouveau-né, quoique cet intérêt doit être bien évidemment considéré à l'intérieur d'une famille avec des parents qui sont derrière. Oui, en fait, il s'agit bien d'une relation à 3 personnes, les parents et l'enfant, et le nouveau-né, on est bien d'accord. Oui, c'est une relation à 3, mais ce qui a la primauté, c'est sûrement l'état de santé du patient, donc du nouveau-né. Ok, eh bien écoutez, nous allons conclure sur ces mots d'Anna Grazia Altavilla et je vous remercie d'être avec nous sur Questions d'éthique. Nous nous retrouvons demain pour le dernier de cette série sur le fœtus et le nouveau-né et nous parlerons de la place des parents en médecine périnatale. À demain sur Questions d'éthique.